Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans votre émission Sciences et Civilisation, Ilm wa Hadara. À chaque fois, nous allons à la découverte d'un domaine de recherche. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Madame Maryam Shraibi. Bonjour. Bonjour, tout le plaisir est pour moi. Merci pour votre invitation. Voilà, donc vous êtes médecin, vous êtes spécialisé en anatomopathologie. C'est la grande spécialité qui se développe à partir du 19e siècle, l'histologie, l'analyse des tissus. Vous êtes actuellement à l'université, vous terminez Abdelmalek Saadi de Tanger. Avant de parler de vos recherches, nous allons faire avec vous le parcours de vos études. Je crois savoir que vous êtes né à Fès. Oui, je suis native de Fès, c'est ma ville natale, où j'ai eu ma formation initiale à la faculté de médecine de Fès, qui était, faisait partie de la première promotion. Donc pour nous, c'était vraiment une fierté. On a eu la chance d'avoir un enseignement particulier parce que les premières années, c'était beaucoup plus des enseignants, des missionnaires qui venaient de France ou d'ailleurs. Et bien sûr, il y avait d'imminents enseignants marocains. Et au départ, la vérité, on était émerveillés par la qualité de l'enseignement. Parce qu'il y avait aussi un doyen qui était extraordinaire, professeur Al-Maouni, que tout le monde connaît. Et donc, vous avez fait des études dans de très bonnes conditions. Exactement, parce que quand on a la transition entre les études au lycée et l'université ou une faculté, je pense que c'est une transition qui n'est pas facile quand même. Oui. Surtout pour des étudiants qui n'ont pas eu la chance de quitter leur pays ou la ville natale, c'est-à-dire le changement, il était sur place, mais c'était un changement quand même difficile. Qualitatif. Et voilà, exactement, qualitatif. Mais sincèrement, nous avons eu la chance d'être au contact de grands patrons. Je dirais ça comme ça, des enseignants marocains, aussi étrangers. Et on était une promotion, je dirais, exceptionnelle parce qu'il y avait une certaine convivialité. On travaillait dans des groupes et puis il y avait beaucoup d'entraide entre nous. Et sincèrement, je ne garde que de bons souvenirs. Superbe. Après, vous faites votre spécialité. À un certain moment, vous partez en France. Oui, ma spécialité, au départ, c'était toujours à Fès, avec l'équipe du CHU de Fès. Et à ma 3e année, il fallait un peu quand même un changement et puis compléter. Voir un peu ce qui se fait ailleurs. Exactement, voir un peu ce qui se fait ailleurs. Et donc, j'ai eu la chance d'aller à Paris. J'étais reçue dans le laboratoire de Dr Issam Abdessamad, que Dieu ait son âme en paix, et qui était un grand monsieur parce qu'il m'a ouvert des portes. Je dirais ça comme ça. Il était d'origine syrienne. Il était d'origine syrienne et donc il m'a considérée, je dirais pas comme une simple étudiante, mais comme sa fille presque. Voilà, moi je dis souvent dans cette émission que les rencontres sont très très importantes, qu'elles décident parfois de la motivation et qu'elles donnent parfois même le souhait de bien approfondir le domaine dans lequel on s'est investi ou de voir ailleurs si précisément la relation n'est pas bonifiée. Mais là, avec ce docteur, vous avez été en de bonnes mains. Exactement. Pour parfaire votre spécialité. En fait, oui. Et surtout, ce que j'ai appris et ce qui est extraordinaire, c'est surtout l'esprit d'équipe. Sincèrement, c'était, disons, grâce à son équipe, parce qu'il avait la magie de collaborer avec toute l'équipe, mais de façon extraordinaire. Et puis, il est considéré comme sa famille. Et sincèrement, mis à part la connaissance et le savoir qu'on a pu avoir, bien sûr, grâce encore une fois aux éminents enseignants, il y avait cette part moi je dirais, c'est une intelligence émotionnelle, une intelligence relationnelle qui est très importante. Et un climat de confiance. Voilà, un climat de confiance et qui impacte sur la carrière d'un jeune médecin, parce que ça permet d'avoir de nouvelles perspectives et puis, comme vous dites, de s'approfondir dans la spécialité, mais de façon, je dirais, beaucoup plus équilibrée. C'est cela. Après cette spécialité que vous avez achevée en France, vous voilà de retour en poste
Pas du tout à Fès, mais à Oujda. Exactement. Vous avez passé de longues années. En fait, oui, parce que on a ce qu'on appelle le concours de professeur assistant. Et dans mon cas, c'était uniquement à Oujda, c'est-à-dire en ce concernant ma promotion, il fallait passer le concours à Oujda. J'avais pas une autre alternative. Et puis je me disais que c'est une phase transitoire, mais c'était un provisoire qui a duré dans le temps. Oui, C'est-à-dire, ça a fallu quand même 7 bonnes années à Oujda. oui. Il y avait des difficultés parce que tout simplement, j'étais un peu loin de mon mari, de mes enfants. Et donc, il y avait cette passion, cet amour pour la spécialité et beaucoup plus, je dirais, cet amour pour l'enseignement, pour le Oui. partage. La faculté de médecine de Oujda, vous en gardez un très bon souvenir. Exactement. J'en garde un bon souvenir parce que ce contact, encore une fois, avec les étudiants, le fait d'enseigner et de voir cette lumière dans leurs yeux, cette envie d'apprendre, m'animait d'énergie pour continuer. Oui. Et donc, malgré tous les obstacles, malgré toutes les difficultés, j'avais envie d'aller de l'avant et puis de continuer dans cette carrière. Voilà, alors ça vous a donné vraiment une fibre pour encadrer à votre tour, une fois que vous avez été nommé professeur à l'université où vous êtes maintenant, l'université donc Abdelmalek Saadi de Tanger. C'est là que vous exercez, c'est là que vous avez votre laboratoire d'anatomie-pathologie. Alors, vous êtes dans une université où vous êtes très satisfaite, vous êtes maintenant totalement tangéroise, vous aimez votre métier et vos recherches, en dehors de celles que vous aviez faites à Paris quand vous étiez en fin de spécialité, maintenant, ça tourne autour de l'analyse de plusieurs cas qu'on vous présente. Vous sensibilisez vos étudiants là-dessus et on va les énumérer, puis on va prendre le temps de les analyser. Il y a 3 projets qui vous tiennent à cœur. Il y a le projet d'abréger le circuit du diagnostic de la pathologie du sein. Il y a le projet d'améliorer le scanner des lames sur lesquels vous travaillez. Oui. Et vous avez le projet de l'accréditation du laboratoire. Exactement. Alors, je les annonce pour ne pas les oublier. Maintenant, pour le premier projet, celui précisément d'améliorer le diagnostic du cancer du sein en particulier, de la pathologie du sein en général. Alors, comme vous savez, il y a presque une femme sur 8 qui est atteinte actuellement de cancer du sein. Ça veut dire que le cancer du sein, il se place première cause de mortalité par cancer chez la femme, malheureusement. Et donc, qu'on le veuille ou non, ce diagnostic, il passe quand même par des étapes, parce qu'on appelle les étapes de la carcinogenèse. D'abord, c'est un carcinome in situ, et par la suite, il va évoluer. Alors, ce qu'il faut faire, moi je dirais, c'est plutôt optimiser le traitement. Mais comment on peut l'optimiser si on prend du retard à faire notre diagnostic? Parce que le diagnostic, ce n'est pas uniquement un diagnostic histologique, il faut de la morphologie, mais il faut des techniques complémentaires. Il faut faire ce qu'on appelle de l'immunohistochimie pour voir évaluer les récepteurs hormonaux, pour évaluer ce qu'on appelle l'oncogène HER2, pour voir quel est le profil moléculaire de la patiente. Parce que je peux avoir le même cancer, mais il est différent d'une patiente à l'autre parce que le profil génétique est différent. Et ceci nous amène à améliorer ce qu'on appelle la biopathologie, c'est-à-dire la biologie moléculaire en anatomopathologie. Alors, et pour avoir un diagnostic, ou je dirais plutôt un compte-rendu anatomopathologique complet, il faut absolument que ça soit dans la même structure, c'est-à-dire le même laboratoire qui se charge de faire le diagnostic morphologique, immunohistochimique et pourquoi pas moléculaire. Pour que les données soient totalement cohérentes et mises en commun par l'équipe qui réalise toutes ces étapes? Exactement, pour avoir à la fin ce qu'on appelle un compte-rendu anatomopathologique complet et pour que la patiente ne soit pas obligée d'aller ailleurs pour compléter son diagnostic. Pour qu'elle ne soit pas dans l'errance diagnostique d'un laboratoire à un autre. Et d'autant plus que ceci conditionne la prise en charge thérapeutique.
qu'il y ait une prise en charge, disons, personnalisée. Oui. D'accord? Et donc, il va changer d'une patiente à une autre, encore une fois. Et donc, vraiment, notre désir, et ce n'est pas qu'un désir, c'est vraiment un projet qu'on est en train de travailler avec une doctorante au niveau du laboratoire, c'est essayer d'avoir ce qu'on appelle un circuit diagnostique abrégé, comme cela se fait dans les centres de cancérologie en France ou ailleurs, comme l'Institut de Curie ou ailleurs. Et donc, il faut vraiment essayer de collaborer et avoir une prise en charge pluridisciplinaire entre radiologues, oncologues, anatomopathologiste, je dirais, et plutôt chirurgien. Et comme ça, la patiente, quand elle vient dans un centre de cancérologie pareil, on va essayer d'optimiser à la fois le diagnostic et puis de l'orienter correctement pour une prise en charge thérapeutique optimale, adéquate. Pourquoi? Tout simplement parce que une patiente qui va être prise en charge dans les meilleurs délais, elle a toutes les chances de vivre avec son cancer et disons de surpasser cette phase de cancer, d'être traitée convenablement et surtout d'avoir une qualité de vie. C'est cela. Donc, effectivement, là, vous avez cette doctorante qui est engagée là-dedans et l'abréviation consiste à faciliter l'accès de la patiente à la procédure collégiale des différents médecins que vous avez cités, des différentes spécialités. C'est la facilité d'accès qui fait l'abréviation du circuit? Exactement. C'est premièrement la facilité d'accès et deuxièmement, je dirais beaucoup plus, essayer d'équiper nos plateformes, pour qu'elles soient aussi, elles répondent aux besoins des citoyens, des citoyennes marocaines. Ceci ne peut être qu'avec une volonté, je dirais, ministérielle, qui est en train de se faire doucement. C'est la meilleure méthode pour améliorer le niveau diagnostique et bien sûr thérapeutique. Alors, on va passer au second projet qui vous tient à cœur, qui est un projet de recherche aussi, qui est en même temps, qui repose complètement sur la clinique, comme le premier. Le second projet, c'est, vous dites, de la télépathologie. C'est peut-être là où l'intelligence artificielle peut avoir son mot à dire, si je puis dire. Et la télépathologie, ça consiste en quoi dans votre domaine précis qui est l'anatomopathologie? Alors, en ce qui concerne l'anatomopathologie, vous savez très bien qu'elle est au cœur de toutes les spécialités. C'est ce qu'on appelle une spécialité transversale. Et donc, on travaille vraiment avec toutes les spécialités confondues, que ce soit ORL, gynéco, gastro, vraiment toutes les spécialités. Et l'intelligence artificielle, en fait, elle consiste à apporter un plus. Qu'est-ce que c'est ce plus? On le voit maintenant ailleurs, c'est-à-dire dans les pays européens, aux États-Unis. Bon, au Maroc, ça s'installe, disons, aux pays africains, mais encore une fois, doucement. Non seulement il faut s'équiper ce qu'on appelle de scanner de l'âme, c'est pas ça l'aboutissement, c'est pas l'équipement uniquement, mais c'est surtout comment employer ce scanner de l'âme pour à la fois des objectifs diagnostiques, parce que quand on fait un diagnostic, on n'est pas toujours expert. On a des organes où il y a certaines difficultés pour apporter un diagnostic adéquat. Très précis. Très précis. Et donc, ceci ne peut se faire qu'avec des experts. Alors, ces experts, ils peuvent être au Maroc comme ils peuvent être ailleurs. Mais lorsqu'on est doté de scanners de l'âme, lorsqu'on essaie de développer l'intelligence artificielle et ses télépathologies, on peut demander des avis. Alors, je précise, parce que quand on entend scanner de l'âme, ce sont les lames et non pas l'apostrophe âme. Il s'agit. Les lames, c'est L-A-M-E. Parce que nous, quand on travaille sur les tissus, les lames les lames au microscope. Parce que quand on travaille, les tissus, ils passent par ce qu'on appelle un circuit diagnostique. Donc, il y a toute une chaîne de techniques à faire. Et par la suite, on a le tissu sur une lame, coloré par une coloration de base et qu'on va voir au microscope. On va analyser avec l'œil humain et par la suite, on va passer à des techniques complémentaires pour affiner le diagnostic. Et c'est là que l'intelligence artificielle peut apporter une précision au-delà de l'œil humain. Exactement. Elle peut apporter aussi une je dirais pas une rapidité du diagnostic, mais elle peut abréger les temps de diagnostic parfois parce qu'on peut développer ce qu'on appelle des logiciels. Et ceci se fait ailleurs, mais sincèrement,
Je pense qu'au Maroc, on a toutes les ressources, c'est-à-dire sur le plan ingénierie, il y a des ingénieurs qui sont excellents et cette collaboration entre Nous les recevons beaucoup dans cette exactement émission. et donc cette collaboration entre la médecine, les ingénieurs, ça ne peut apporter qu'un plus. Bien sûr. Et c'est une collaboration, une sorte de partenariat, je dirais, qui doit être carrément officialisé au niveau des hôpitaux marocains publics, pourquoi pas dans un premier temps, universitaires aussi, parce que c'est comme ça qu'on pourra développer, pourquoi pas, des logiciels de lecture propres marocains. Parce que la difficulté, c'est quoi? C'est qu'on peut avoir un scanner de l'âme, mais comment faire pour l'utiliser de façon optimale? Mais oui. Ben, il faut non seulement pour le diagnostic, mais aussi pour la recherche. C'est ça. Et donc, le fait de collaborer avec des industriels, moi je dirais, de collaborer avec des ingénieurs qui ont la capacité de créer et puis de développer des logiciels de lecture, ça ne peut être qu'un plus pour les Marocains. Bien sûr, d'ailleurs, moi je dis qu'il y a une spécialité que les jeunes qui nous regardent devraient précisément, à laquelle ils pourraient prêter beaucoup attention, c'est la bioinformatique. Parce que la bioinformatique, c'est l'informatique appliquée au vivant. Et dans tout ce que vous décrivez, effectivement, des ingénieurs bioinformaticiens, c'est quelque chose qui, de plus en plus, est fortement demandé. Alors, ça, c'était le deuxième projet. D'ailleurs, dans ce projet, vous avez souligné un point très important qui, pour moi, est comme un paradoxe. Comment une spécialité, la vôtre, qui est au cœur de plusieurs disciplines médicales, vous en avez cité plusieurs, comment elle souffre en même temps d'un déficit de structuration, parce que ce que vous me dites depuis tout à l'heure, c'est que cette discipline anatomopathologie n'est pas suffisamment bien structurée, alors qu'il y a d'autres disciplines, je pense à la neurochirurgie, où il y a une association de neuropsychologues qui régulièrement fait des réunions pour étudier des cas qui se posent ici ou là et pour avancer dans la structuration de la discipline. Vous êtes au cœur de… Tout le monde fait appel à vous pour l'analyse des tissus et en même temps, vous êtes en demande d'une meilleure structuration. Oui, je dirais ça comme ça. Et puis, en plus, il y a ce qu'on appelle une certaine disparité. Parce que il y a actuellement, je dirais, un nombre aussi réduit de pathologistes. Il faut pas l'oublier parce qu'en Afrique, on a fait un certain recensement sur pas mal de publications et on a trouvé dans les chiffres qu'il y a un seul pathologiste pour 500 000 personnes. Chose quand même qui est incroyable, c'est-à-dire qu'il y a un grand déficit déjà de pathologistes parce que les jeunes, malheureusement, les jeunes médecins, je dirais pas ne s'intéressent pas beaucoup à cette spécialité, mais parfois ils ont peur parce que c'est une spécialité qui est ce qu'on appelle technique dépendant, c'est-à-dire on dépend de beaucoup de choses. On n'est pas comme les cliniciens qui peuvent travailler plus ou moins de façon facile, mais nous on a besoin d'une structure, d'un laboratoire. Dans ce laboratoire, on a besoin de ressources humaines, c'est-à-dire des techniciens qui sont bien formés. Encore une fois, on a ce déficit. On a des techniciens qui vont être formés pendant 3 ans, mais probablement pas correctement. Et puis, on a aussi tout ce qui est moyens techniques. Donc, les moyens techniques, ça veut dire la plateforme qui doit être complète, encore une fois, pour que ça soit bénéfique. Et le plus important, c'est d'essayer d'avoir ce qu'on appelle un réseau. Je dirais d'essayer d'avoir et d'installer un réseau de pathologistes marocains. Donc, on a notre société marocaine de pathologie qui se charge de cela, qui essaie de faire de son mieux, mais je pense qu'il faut encore doubler les efforts pour faire plus et surtout pour collaborer. Oui. Pour collaborer et puis travailler aussi et essayer d'améliorer ce qu'on appelle l'expertise parce que lorsqu'on travaille l'anatomie ou lorsqu'on pratique cette spécialité, elle a normalement attrait à tous les organes. Et sincèrement, on ne peut pas avoir un pathologiste qui va être fort dans tous les organes. Il faut se sous-spécialiser. C'est-à-dire, il y en a ceux qui sont spécialisés peut-être en cerveau, d'autres qui vont faire le rein, d'autres qui vont faire le foie, et ainsi de suite. Et disons, cette pluridisciplinarité et puis cette expertise n'est qu'une richesse pour la spécialité. Donc, vraiment, ce qui nous tient à cœur, c'est un peu d'optimiser les moyens pour aller de l'avant et puis pour collaborer encore plus entre nous, pathologistes, et bien sûr,
aussi pathologiste avec toutes les spécialités confondues. Cela nous mène tout naturellement vers votre troisième projet de recherche qui vous tient à cœur, c'est l'accréditation du laboratoire. Alors l'accréditation du laboratoire, vous allez nous en dire plus, mais il s'agit d'expliciter les protocoles, de les rédiger, d'être véritablement dans des règles qui sont de plus en plus explicites pour que, comme vous dites si bien, quand on a préparé cette émission, que l'on puisse remonter à l'étape où il y a eu une défaillance ou une erreur, mais si nous tablons uniquement sur l'implicite ou le tacite, eh bien, on aura une difficulté de repérage des défaillances. Alors, l'accréditation du laboratoire, en quoi est-ce un projet à part entière? Alors, premièrement, pourquoi c'est un projet à part entière? Parce que déjà, il faut s'aligner avec les autres, moi, je dirais. En tant que Marocain, je le dis sincèrement avec beaucoup de fierté, on a toutes les capacités pour aller de l'avant. C'est vrai qu'il y a des déficits parfois qui concernent, je dirais, les ressources financières. Mais les ressources humaines, c'est le plus important pour l'instant. Et donc, le projet qui nous tient à cœur, c'est de se dire, pourquoi pas optimiser et essayer encore une fois de travailler beaucoup plus sur les ressources humaines. Et puis de motiver toute l'équipe et tous les intervenants, que ce soit techniciens, secrétaires, médecins, jeunes résidents, de s'inscrire dans ce système de management de qualité et puis aussi de l'appréhender et puis de le pratiquer. Pourquoi? Parce que tout simplement, on peut avoir, comme vous dites, des erreurs, disons, je dirais pas plutôt diagnostiques, mais probablement techniques. Mais quand on veut remonter la chaîne, on n'a pas comment le prouver. Et comment le prouver? Tout simplement, premièrement, essayer de commencer par la rédaction de ce qu'on appelle procédure de toutes les techniques. Essayez bien sûr d'intégrer l'équipe dans cet esprit de management de qualité, parce que qu'on le veuille ou non, c'est chronophage, ça prend beaucoup de temps. Et donc, c'est pas toujours évident de demander à l'équipe, à part leur travail, de faire ça aussi en parallèle, mais sachant que comme l'industrie ou comme les autres domaines en système de santé, si on s'intéresse à installer ce système de management de qualité, on est vraiment gagnant parce que au départ, on prend du temps à préparer, disons, les papiers, en quelque sorte, de façon simplifiée, mais par la suite, on va gagner beaucoup de temps. Oui, cela fait écho aussi à autre chose en termes de formulaire, de rédaction, de procédure, de protocole, d'explicitation des façons de faire. Cela fait écho à quelque chose aussi en fœtopathologie, pathologie du fœtus, où on est obligé d'avoir le consentement des femmes qui perdent leur fœtus. Et là aussi, en amont, il y a tout le travail éthique sur lequel j'ai beaucoup travaillé, mais la manière de recueillir le consentement doit être aussi formalisée. Bien sûr, concernant, je dirais, le côté éthique de la spécialité, malheureusement, encore une fois, on n'a pas vraiment les choses qui sont rédigées. On a un manque par rapport au texte de loi, on a un manque par rapport à l'éthique en elle-même. Et donc, et puis concernant des spécialités comme la phytopathologie, malheureusement, on n'a pas encore réussi à développer ce créneau parce que il y a beaucoup de choses qui manquent sur le plan éthique, sur le plan aussi, comme j'ai dit, législatif. Procédural. Et c'est-à-dire tout le monde le sait maintenant, il y a une volonté, encore une fois, ministérielle et royale d'aller vers le projet de l'IPMA, c'est-à-dire de la reproduction par technique de FIV et assistance médicale. Médicale à procréation. Voilà. Et donc, ceci ne peut réussir
sentir que si on développe en parallèle cette phytopathologie, pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle des interruptions thérapeutiques de grossesse. Et puis, des fois, c'est l'analyse et disons l'autopsie de ces fœtus, et puis le conseil génétique, l'étude de biologie moléculaire, l'étude génétique, et donc tout le travail qui va avec, qui peut améliorer les choses et qui peut apporter un plus pour aider des familles qui, des fois, ils vont souffrir pendant des années pour des fausses couches ou autre chose. Et je pense qu'il est temps d'aller de l'avant et puis d'essayer de développer des spécialités pareilles au Maroc. Alors, le ministère fait des recommandations sur la réglementation sanitaire, etc. Mais vous êtes aussi connecté à ce qui se fait au Canada et aux recommandations canadiennes relatives à votre discipline. Vous essayez précisément de faire une interaction Maroc-Canada dans ce domaine-là? Oui, c'est une interaction qui a été, disons, proposée par un grand homme, je dirais, un grand monsieur qui est professeur Harif, l'ancien directeur du CHU de Tanger, et qui a pu, pendant ces années de travail, instaurer ce qu'on appelle une certaine convention, donc surtout avec l'école canadienne, et qui ont proposé un système, surtout dans l'accréditation, donc dans encore une fois, management qualité. Ces recommandations, disons, canadiennes, elles sont la base maintenant sur laquelle on travaille pour essayer d'élaborer nos procédures, mais surtout de les contextualiser au système marocain, parce qu'on a quand même nos propres spécificités. Et donc, notre travail actuellement, c'est de contextualiser tous ces textes, de contextualiser ces recommandations. Donc, on le fait à notre niveau. Ça demande du temps. Sur le plan financier, pour l'instant, vraiment, on n'a pas grand-chose. Donc, c'est encore une fois centré ressources humaines. Mais les êtres humains, voilà, sont là, les capital humain sont là. Vais-je vous surprendre en vous disant qu'on est déjà au terme de notre émission? Le temps passe si vite. Deux petites choses, peut-être vraiment de manière brève et conclusive. Je sais que vous êtes très proche de vos doctorants et que vous leur souhaitez bien sûr le meilleur, qu'il y a ce problème de financement de leurs articles quand ils veulent publier, cela d'une part. Et je voudrais aussi dire quelque chose autour de vos activités extramédicales, qui sont des activités poétiques. Et vous avez publié un petit livre de poèmes qui s'intitule Tissu poétique, en écho au tissu du vivant. Alors, un mot sur les doctorants et on aura terminé. Bien sûr. Alors, moi, je dirais que, sincèrement, par rapport à ces doctorants, c'est une grande richesse. Ce sont des gens extraordinaires. Ils font de leur mieux. C'est des vrais scientifiques. Ils sont excellents en recherche. On a contact avec eux quotidiennement. Et puis, au niveau de notre laboratoire, on essaie de les aider comme on peut parce qu'on a envie de les orienter convenablement. Et sincèrement, je trouve que cette intelligence, disons, collective, elle est extraordinaire parce qu'elle permet de nous enrichir et puis d'enrichir nos travaux et puis bien sûr des deux côtés. Donc voilà. Merci beaucoup. Merci Madame Mariam Shraibi d'être venue dans cette émission. Merci. Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, pour votre écoute et je vous dis à une prochaine fois. Merci beaucoup.